Merci, bonjour à tous. Alors, on va vous exposer un travail que nous avons fait à la demande de la Fédération internationale de natation aux Jeux olympiques. Ce travail n'a été possible, bien sûr, que par l'aide qu'on a pu avoir tout d'abord de la préparation olympique française, du GIPSEPO, ensuite l'aide de la Fédération française, qui a investi pas mal dans cette évaluation, et puis par le ministère qui nous a aidés aussi pour aller à Athènes. Nous avons donc été choisis par la FINA pour faire les évaluations biomécaniques des épreuves de natation à Athènes. Donc notre objectif, c'était de recueillir pour tous les concurrents des demi-finales et finales de toutes les épreuves individuelles et des relais 16 paramètres par 100 mètres de course. Ensuite, on avait à les traiter, puis on devait publier les résultats à l'intention de toutes les délégations, et ça devait être fait en même temps que les résultats officiels, c'est-à-dire le lendemain matin. Les finales se terminant aux alentours de 20h le soir, il nous fallait faire le traitement pour que le lendemain matin, à l'ouverture des courses, les délégations aient les résultats en même temps que les résultats officiels. Il y a eu l'équivalent de 212 100 mètres individuels au cours de ces Jeux. Ça fait plus de 27 000 données, en gros 30 000 données qui ont été à être traitées pendant tous ces Jeux. En fait, beaucoup plus si on considère qu'à chaque fois qu'il y a un cycle de bras, c'est une donnée. Donc on a analysé tous les cycles de bras de tous les participants, de toutes les demi-finales et finales des Jeux en natation. En fait, ces données, on les obtient comment? À partir du signal de départ officiel, bien sûr, c'est le début de la course. On enregistre les épreuves en vidéo, puis ensuite on analyse les vidéos. On a mis au point un système de chronométrage dédié pour les fréquences. Et puis on récupère aussi les données du chronométrage officiel, donc les résultats officiels des Jeux, les temps de passage et ainsi de suite, et on intègre tout ça dans nos données. Alors moi, je suis particulièrement chargé de l'aspect matériel de la chose. Donc nous enregistrons les vidéos pour permettre de chronométrer en différé les épreuves. Ce chronométrage s'effectue lorsque chaque nageur passe sous une marque virtuelle. Alors le système de chronométrage, c'est celui que vous avez, c'est celui qu'on utilise. Donc il y a 4 caméras. Le start officiel qui arrive à un chronométreur, un système de timer qui inscrit le temps sur la vidéo, une régie vidéo qui permet de changer les caméras, et puis on enregistre pour des raisons de sécurité, si des fois il y a un problème, et Dieu sait si ça peut arriver, on n'en a pas eu, Dieu merci. Donc on enregistre ces vidéos pour sauvegarder les épreuves et puis on numérise en même temps. Voilà le matériel. Donc au premier plan, vous avez les switches pour la vidéo, derrière les magnétoscopes et le PC au fond. Nos caméras sont placées sur le côté du bassin, évidemment, à des endroits bien précis qu'on va voir après. Et c'est des caméras toutes simples. Comme c'était en plein air avec beaucoup de poussière, pour les protéger, on emploie du film alimentaire. C'est très pratique. Nos caméras sont placées à des endroits précis du bassin, de telle façon à ce que l'axe optique de la caméra soit confondu avec des lignes virtuelles sur le bassin, situées à 7,50 m, à 15 mètres, à 25 mètres, à 42,50 mètres, c'est-à-dire qu'on a 7,50 m avant chaque extrémité du bassin, 15 mètres après la ligne de départ qui nous permet de voir les temps de départ, les temps de chronométrage habituels pour le milieu de bassin, c'est-à-dire à 25 mètres, et puis, pareil, les temps d'approche de virage et de retour de virage à l'autre extrémité du bassin, et ainsi de suite. Nos enregistrements effectués, on effectue le traitement de cette vidéo avec un logiciel qu'on a développé avec une société, la société Actrice.
Ce logiciel, voici l'exemple. Donc on peut déplacer à l'écran une marque, qui est la marque rouge ici, qui est située exactement là à 15 mètres au départ. Et dans chaque ligne d'eau, lorsqu'on déplace un curseur dans chaque ligne d'eau, cela permet d'attribuer le temps de la vidéo à ce nageur. Il suffit à ce moment-là de caler sur la vidéo le premier temps pour que l'ensemble fonctionne tout à fait. Donc on a l'ensemble des temps qui marchent les uns après les autres. Les acquisitions de fréquences s'effectuent avec du matériel qui est en fait un microcontrôleur. Ce microcontrôleur, il y a un petit logiciel d'acquisition dédié. Et puis, ouais, vas-y. Voilà ce qui se passe. Donc au milieu, on a le microcontrôleur. La partie à gauche, c'est la partie chrono. La partie, c'est des fils et ces trucs. Ça se fait très simplement. C'est du bidouillage. Pour faire fonctionner ce bidouillage, eh bien, il y a 8 personnes qui appuient sur des poussoirs. Chacun est chargé de suivre un nageur pendant une épreuve et il clique sur chaque attaque de bras de chaque nageur de façon à avoir les temps de chaque attaque de bras. Ça s'inscrit automatiquement dans notre logiciel qui fait ça en temps réel. Ensuite, les données officielles du chronométrage, on nous les envoie sous forme de fichiers électroniques. Et puis le tout est rassemblé dans un tableur pour traitement, pour que les résultats soient traités et imprimés avant diffusion. Merci Michel. Alors moi je vais vous présenter, il marche celui-là, c'est bon, ouais. Moi je vais vous présenter en fait les analyses des résultats. Donc on recueille les données et ensuite on les met donc dans un tableur et on se retrouve avec un tableau tel que celui-ci pour chacune des épreuves où on a le nom, le prénom, le temps final et tous les paramètres que Michel vous a présentés juste avant. Et nous avons également en fait des graphiques où nous avons la fréquence gestuelle instantanée, donc représentée en rose, la courbe rose, et des points de vitesse que nous avons pris sur le plan du bassin. Donc le fait d'avoir ces données nous permet ensuite deux choses, soit de faire une analyse clinique nageur par nageur, soit une analyse on va dire un peu plus expérimentale en comparant des groupes de population. Donc c'est ce que on va vous présenter maintenant. On va comparer la population des Jeux Olympiques, les demi-finalistes, les 16 meilleurs nageurs aux Jeux Olympiques, aux 16 meilleurs nageurs français lors des derniers championnats de France. Donc les nageurs olympiques sont représentés par la lettre O et les championnats de France par la lettre N. Donc nous avons effectué cette comparaison pour les hommes et pour les femmes. Là, c'est les épreuves du 100 mètres. Donc 100 mètres papillon, 100 mètres dos, 100 mètres brasse et 100 mètres crawl. Donc le premier point caractéristique, bien évidemment, c'est que les nageurs olympiques vont plus vite que les championnats de France. Et cette différence, en fait, au niveau du temps final, vient principalement d'un départ, d'une arrivée et d'un virage plus rapide pour les nageurs olympiques. Par exemple, si on regarde en brasse, le temps de départ au niveau olympique est environ de 8,2 secondes, et pour les Français, il est de 9,1 secondes, donc près de 9 dixièmes déjà de perdu, rien qu'au départ, donc jusqu'aux 15 mètres. Et nous avons, dans le même ordre d'idée, au temps d'arrivée, nous avons 5 dixièmes, et au temps de virage, encore 5 dixièmes. Concernant les paramètres techniques, les nageurs olympiques se différencient des nageurs français par des fréquences gestuelles plus élevées, en brasse et en nage libre, au 100 mètres brasse et au 100 mètres nage libre. Donc en brasse, par exemple, il y a 45,7 de fréquence moyenne au premier 50 et 44,9 pour les nageurs français. Concernant le papillon et le dos, la différence entre les nageurs olympiques et les nageurs nationaux se retrouve au niveau des nombres de mouvements, le nombre d'attaques motrices. Donc les nageurs olympiques font moins de mouvements par 50 mètres que les nageurs français. Donc maintenant, si je passe sur la population masculine, donc toujours 100 mètres papillon, dos, brasse et crawl, on a les mêmes repères que pour les filles. Donc au niveau olympique, ça va plus vite qu'au niveau français. Et il y a toujours une différence au niveau du temps de départ, d'arrivée et de virage, avec toujours bien évidemment des temps plus faibles pour les Jeux Olympiques. Si nous prenons le cas du nage libre, le départ en nage libre 5 secondes 85 à 6 secondes 25, on perd encore, les Français perdent 4 dixièmes par rapport aux nageurs olympiques rien que sur le départ. Concernant les paramètres techniques, pour les filles tout à l'heure, la fréquence gestuelle était une différence au niveau de la brasse et du nage libre. Chez les hommes, la fréquence gestuelle est significativement plus élevée pour les nageurs olympiques
en dos et en brasse. Concernant le nombre d'attaques motrices, la différence significative se retrouve au niveau du papillon et du nage libre. Excusez-nous, il manque une petite donnée en papillon. Donc qu'est-ce qu'on peut retirer en fait de toutes ces analyses, je dirais plus expérimentales, entre les groupes? Donc tout d'abord, la première chose, c'est que la différence de performance entre les 16 meilleurs nageurs olympiques et les 16 meilleurs nageurs français vient d'un point important, c'est le temps de départ, le temps de virage et le temps d'arrivée. Ce qui est également remarquable, c'est que certaines épreuves sont caractérisées par un nombre de coups de bras, un nombre d'attaques motrices inférieur. Tout à l'heure pour les filles c'était le pape et le dos. Et d'autres épreuves sont caractérisées par des fréquences gestuelles supérieures pour les Jeux Olympiques. Or, ces différences entre influence du nombre de coups de bras et influence du fréquence gestuelle changent en fonction du sexe. Donc maintenant, après cette petite présentation, je vais laisser la parole à Philippe Hélard qui va vous parler de la variabilité de la fréquence gestuelle, donc la fréquence gestuelle instantanée. Vas-y, c'est bon. Il marche le micro? Donc à partir des valeurs temporelles cycle par cycle qui vous ont été présentées tout à l'heure, on a évalué la variabilité de la fréquence gestuelle, notamment par le coefficient de variation, c'est-à-dire le rapport entre l'écart type et la moyenne. Alors le coefficient de variation de la fréquence, il a été évalué au cours du premier 50 mètres, au cours du deuxième 50 mètres, et la différence, c'est-à-dire l'évolution du coefficient de variation, a été appréciée par la différence entre le premier et le deuxième 50 mètres. Alors ce que l'on a pu constater, c'était que les épreuves de papillon et de dos ont été caractérisées par une variabilité moins élevée chez la population de niveau olympique comparativement à la population de niveau national, c'est-à-dire que les nageurs de niveau olympique ont montré une stabilité plus importante. A l'inverse, pour les épreuves de nage libre, on a constaté que la variabilité de la fréquence gestuelle était plus élevée chez les nageurs de niveau olympique comparativement aux nageurs de niveau national. Pour les épreuves masculines, on observe uniquement pour les épreuves de papillon une différence significative entre les valeurs des coefficients de variation sur la spécialité papillon. Alors, lorsque on applique à ces valeurs cycle par cycle une analyse spectrale, et qu'à partir des spectres de variabilité, on fait une classification, on observe que certaines épreuves, notamment le papillon, les spectres de variabilité différencient très bien la population de niveau olympique comparativement à la population de niveau national. Donc là, vous avez une analyse en cluster, une classification, et on voit complètement à gauche du schéma N, N1, N3, N4, N8, ce sont les nageurs de niveau national, et JO, ce sont les nageurs de niveau olympique. Ici, sur le schéma de gauche, on observe les valeurs de variabilité tout au long de la course. En bleu, nous avons les nageurs de niveau national. En rouge, les nageurs de niveau olympique. Alors on observe que la variabilité est plus importante pour les nageurs de niveau national et surtout qu'elle évolue au cours de la course et à la fin de la course de façon plus importante par rapport aux nageurs de niveau olympique. Ça, ce sont pour les épreuves de papillon, le 100 mètres papillon féminin. Par contre, pour le 100 mètres brasse féminin, eh bien, on observe qu'il n'y a pas de différence significative et que ces valeurs de variabilité ne différencient pas la population de niveau olympique de la population de niveau national. Alors, comment interpréter ces résultats? En fait, on ne trouve pas véritablement de cohérence en fonction de la spécialité, du sexe ou du niveau d'expertise. Les modèles strictement cognitivistes sont inopérants pour interpréter ces résultats. Si les nageurs les plus performants étaient caractérisés par des programmes d'action les mieux paramétrés, eh bien, ce qui est observé pour les hommes, on l'observerait également pour les femmes. On pourrait penser que des programmes d'action bien paramétrés au niveau spatial et temporel permettraient d'avoir une variabilité moins importante, c'est-à-dire une plus grande régularité des actions motrices. Or, ce n'est pas ce que l'on observe. Accélère. Bon, passe. Alors, le cadre théorique interprétant l'acte moteur comme système auto-organisé nous paraît plus fécond pour comprendre ces résultats. Passe. Alors, quelques rappels sur les systèmes auto-organisés à partir de ce petit schéma qui a été présenté par Van Foister. Les systèmes auto-organisés sont des systèmes constitués d'un ensemble d'éléments qui sont en relation et dont les propriétés locales, donc là ce sont des petits éléments qui sont aimantés,
font qu'il y a des interactions entre chacun de ces éléments isolés qui conduisent à l'émergence de formes auto-organisées. Donc ça, ce sont des aimants que l'on secoue dans une boîte, et après les avoir secoués, eh bien, il y a émergence d'une forme. Donc là, on peut se demander, eh bien, où il est le cerveau, qu'est-ce que c'est qui commande ça, et qui fait que l'on arrive à cela. Donc certaines personnes ont dit, allez, reviens. Certaines personnes, il y a un petit diable qui est là-dedans et qui commande tout ça. Alors, ce serait un petit peu pareil pour cette salle, si on se disait, eh bien, on va se réunir, c'est-à-dire on est un ensemble d'éléments, et puis on va se réunir chacun, et personne ne va pouvoir prévoir l'évolution de cette assemblée. Parce que c'est un tout, si on analyse cette salle comme étant un tout, eh bien, l'évolution de ce tout, elle est complètement imprévisible, et la forme que va prendre ce tout est imprévisible. Donc, en termes de modèle et d'interprétation des résultats que l'on peut avoir, on peut penser qu'il y aurait deux niveaux. Donc, un niveau conscient qui résulterait d'une paramétrisation de programme, et puis un niveau qui émergerait du couplage de différents sous-systèmes. Donc, ces systèmes, ce serait un système lié à l'énergie, c'est-à-dire on ne dépense pas la même énergie, et la dépense énergétique est différente pour le papillon et la brasse, ou la nage libre. L'équilibre est différent, le système d'information est différent, et puis l'action, l'engagement dans l'action est également différent. Et c'est du couplage de ces différents sous-systèmes qu'émergerait, on va dire, une forme, une coordination. Alors, on revient un peu. Voilà. Alors ce petit système, ce petit schéma, il m'a paru bien rendre compte de cela, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a quelqu'un qui décide, qui met en œuvre, et puis il y a des systèmes, des sous-systèmes qui se couplent, et si ces sous-systèmes ne sont pas couplés, eh bien l'émergence de la forme est différente. Voilà, je vous remercie.